France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de géopolitique de France Info et de France 24, consacré cette semaine à la Birmanie où depuis le coup d'état militaire, c'est l'affrontement entre la junte et la rue. On va en parler avec notre invité Cyril Payen, c'est l'ancien correspondant de France 24, il est grand reporter et il a été ancien correspondant dans la région. Mais tout d'abord un peu de géographie avec vous Christophe. Christophe, bonjour. La Birmanie, c'est le plus vaste pays d'Asie du Sud-Est continentale. Il est coincé au nord entre l'Inde et la Chine. Effectivement, bonjour Stéphanie, d'une superficie de 676 000 km². À titre de comparaison, c'est un peu plus grand que la France, 54 millions d'habitants. Et vous le voyez sur cette carte des frontières communes à la fois avec la Thaïlande, le Laos à l'est, un peu plus au nord la Chine, mais également le Bangladesh à l'ouest. Et puis aussi également ici l'Inde. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la Birmanie est divisée en 7 régions et 14 divisions administratives et les 7 États qui correspondent à chacun des grands groupes ethniques. Au total, il y en a 135. Il y a également 100 langues et dialectes différents. Et le 1er février, un putsch militaire a remis en question l'ouverture relative du pays depuis 2011, Christophe. Oui, et ces images, elles ont fait le tour du monde. On le voit ici avec ce coup d'État perpétré donc par l'armée birmane. Nous sommes donc le 1er février. Les militaires sont déployés en masse. Et à la télévision, vous le voyez ici, l'armée décrète donc l'état d'urgence pour 1 an. L'armée met donc fin à une décennie de réformes démocratiques. Aung San Suu Kyi est arrêtée. Elle dirigeait le gouvernement civil depuis 2016. Il n'y a pas vraiment d'image de son arrestation. Néanmoins, on le voit ici, sur cette vidéo, on voit une parlementaire qui est amenée par les militaires. Alors, à l'origine de ce putsch, il y a cet homme, c'est Min Aung Hlaing. Il a 64 ans, c'est le général. Son putsch intervient, on le rappelle, alors que l'armée dénonce des irrégularités dans le scrutin des législatives de novembre qui a donné le parti d'Aung San Suu Kyi largement gagnant. Et vous le voyez donc sur ces images, depuis les protestations se multiplient, les arrestations aussi. On dénombre plusieurs dizaines de victimes, des condamnations internationales bien évidemment et notamment de l'Europe avec le porte-parole donc le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui dit ici: la violence ne donnera pas de légitimité au renversement illégal du gouvernement démocratiquement élu. Et puis ce coup de théâtre, avec un peu moins d'1 mois après le coup d'État, l'ambassadeur birman à l'ONU rompt avec la junte. Il demande une action internationale pour interrompre immédiatement ce coup d'État. Il a été limogé, mais il entend bien rester en poste. On l'écoute, c'était le 27 février, lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous avons besoin d'une action plus forte de la communauté internationale pour stopper immédiatement ce coup d'État militaire, que l'on cesse d'opprimer ces citoyens innocents pour rendre le pouvoir au peuple et restaurer la démocratie. Cette semaine, la terreur est encore montée d'un cran. 38 morts sur la seule journée de mercredi. Un garçon de 14 ans, une jeune fille de 19 ans. Depuis le week-end dernier, on compte les morts en Birmanie. Récit Hugues Huette de France Télévisions. Accroupis derrière de dérisoires boucliers, les manifestants bravent la police. Soudain, des tirs fusent. Un homme s'écroule mortellement blessé. Dans la panique, il est transporté vers une ambulance. Sans même descendre de son camion, ce policier vise la foule. À Dawei, une ville dans le sud de la Birmanie, la journée a été sanglante. 5 morts pour cette seule localité et de nombreux blessés qui affluent à l'hôpital débordé. À Rangoon, la capitale économique du pays, la répression monte d'un cran. Là aussi, les forces de l'ordre n'hésitent plus à tirer à balles réelles. Malgré la peur et les morts, les contestataires ne veulent pas céder la rue aux militaires. Ils nous tirent dessus. Je le sais, mais je m'en moque. J'ai dit au revoir à ma famille, au cas où je ne pourrais pas revenir. Tous exigent le retour de la dame. Aung San Suu Kyi, l'ex-premier ministre et prix Nobel de la paix, vénéré en Birmanie. Son gouvernement a été renversé il y a 1 mois par une junte militaire. Depuis, pas un jour sans manifestation. Les 3 doigts levés, symbole de la contestation, cet homme encourage les prisonniers. Et
Et on en parle avec Cyril Paille, un grand reporter France 24, ancien correspondant dans la région. Bonjour Cyril, vous connaissez bien sûr très bien cette région. La répression, on l'a vu, a passé un nouveau cap, au moins 38 morts la seule journée de mercredi. Des jeunes, des très jeunes même, des journalistes. Bien sûr, c'est difficile de donner des informations parce que tout cela est très difficile d'accès. Effectivement, ça fait maintenant 15 jours que l'Internet est coupé une grande partie de la journée, enfin en fait de partir de 18h toute la nuit. Donc c'est pour ça que c'est admirable de voir cette créativité, même je dirais, au risque de leur vie, de cette génération Z qui est en train de résolument de commencer ce printemps, ce véritable printemps birman dans les rues de Birmanie et qui donc cherche à attirer l'attention de la communauté internationale avec ces photos, ces vidéos qui sont, il faut le dire, de plus en plus insoutenables puisqu'il y a un degré de violence, vous l'avez dit, on a vraiment résolument changé de vitesse depuis quelques jours, mais pour eux, le plus important, même s'ils y laissent leur vie, et cette jeune femme l'a parfaitement dit, parce que c'est ça la réalité sur le terrain en Birmanie, le combat continue, et ce qu'il faut, c'est que ces images sortent à tout prix de Birmanie. Pour l'instant, ils y réussissent, et ça permet donc d'en parler au quotidien. C'est ça la seule arme qu'ils ont actuellement contre des milliers ou des dizaines de milliers de forces de sécurité, militaires, policiers, forces anti-émeutes qui sont armés contre eux, qui n'ont rien que finalement des défilés pacifiques. Et puis il y a ce mouvement de désobéissance civile. On a vu l'ambassadeur birman à l'ONU, on a vu également un certain nombre de députés proches d'Aung San Suu Kyi qui créent un gouvernement parallèle. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile dans tout ça ? On peut penser que oui, c'est un risque parce que c'était un coup d'État parfait qui a été ourdi, on pense, bien avant en fait ces dernières semaines. C'est peut-être en début d'année, après le revers électoral énorme que la milice qui représentait les militaires a eu face à la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, qui a gagné à 82% des suffrages ces élections et qui pensait amender la Constitution qui est largement favorable, qui a d'ailleurs été fabriquée par les militaires eux-mêmes. Et c'est vrai que guerre civile, oui, parce que coup parfait, mais il est certain qu'au sommet de l'État militaire, le noyau dur qui a fomenté ce coup d'État, on ne s'attendait pas à ce que de jeunes gens qui sont à l'ère de la mondialisation, qui sont sur Internet en permanence, Facebook a d'énormes émules en Birmanie, c'est incroyable, tout cela en quelques années, ils ont appris très très vite, et que ces jeunes gens qui semblent comme ça aussi inoffensifs résisteraient à ce point. Et c'est vrai que ces manifestations sont réellement organiques, il n'y a pas de vrai leader, hormis évidemment l'étendard démocratique qui est Aung San Suu Kyi, qui est sous les verrous, mais vous l'avez dit, les institutionnels, c'est ça qui est extraordinaire aussi, compte tenu du manque de liberté qu'ils ont créé le CRPH, qui est un comité exécutif, qui est un gouvernement parallèle, il faut l'appeler comme il est, qui a des représentants internationaux, qui a nommé ses propres ministres, un ministre de la Défense, un ministre des Affaires étrangères parallèle, en toute disent-ils, l'égalité, puisqu'ils considèrent que la junte est illégale. Donc on a un mouvement général, les institutionnels, le peuple birman intergénérationnel qui se ligue avec un seul ennemi, cette armée qui se bat contre son peuple, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, on a une armée birmane qui tire sur son peuple. Alors justement, cette armée, elle est dirigée, on l'a vu, par Min Aung Hlaing, il a 64 ans. Qui est-il ? Comment a-t-il réussi en 10 ans finalement à devenir le maître dans ce pays ? On ne l'a pas vu venir, en fait, et il a malheureusement le profil de ce dictateur birman un peu falot, sans grand charisme, et en fait, il est le parfait élève des dictateurs qui se sont succédés depuis 1962 en Birmanie, et qui, dans l'ombre, sont de formidables noyauteurs. Il a un réseau extraordinaire, et il tient, un peu comme dans d'autres régimes très durs, on pense à Pyongyang notamment, par l'argent, puisque le noyau dur de l'armée, les hauts officiers de l'armée de cette génération, je rappelle qu'il est quand même très jeune, eu égard en général au commandement de l'armée birmane, on est plus dans les 70-80 ans, il est assez jeune, il avait du temps devant lui, mais il est à la tête de conglomérats énormes via sa famille, et ça inclut évidemment la famille d'autres officiers supérieurs qui l'entourent. Donc c'est un œil dur qui n'est pas du tout politique, comme le clame la Tatmadaw, l'armée birmane, le nom birman, qui parle de patriotisme, d'être les sauveurs de la patrie en permanence. Ils sont totalement détestés par l'entièreté des Birmans, parce qu'ils les ont mis à genoux pendant des décennies, mais le patriotisme, il n'y a pour rien, c'est un intérêt financier pur et simple, et c'est en ça que les parrains comme la Chine jouent aussi un rôle clé. Parrain comme la Chine, donc il est armé par la Chine, cette junte est armée par la Chine, également la Russie, Israël également. Exactement. Les drones qui servent beaucoup à faire de la reconnaissance dans les quartiers, qui font beaucoup de mal aux manifestants de ce mouvement de désobéissance civile, ce sont les drones israéliens. La Russie, pendant ce faux printemps birman, pendant cette période, vous le disiez, cette séquence démocratique d'une dizaine d'années, les militaires étaient un petit peu en
retrait, mais ils se sont beaucoup armés, ils ont beaucoup amélioré leur matériel grâce à des envois chinois et russes. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit, cette technologie, mais ce savoir-faire aussi, ils l'utilisent aujourd'hui, non pas contre les Rohingyas, comme on l'a vu en 2017, cette minorité ethnique dans l'ouest du pays, ou contre les insurgés ethniques qui sont pléthores en Birmanie, mais vraiment contre des manifestants pacifiques qui n'ont, eux, aucune arme. On a vu également dans les images des moines. Quel est leur rôle précisément? Alors, les moines étaient un peu l'épée de Damoclès du nouveau coup d'État de Min Aung Hlaing, puisqu'en 2007, la dernière grande révolution en Birmanie, c'était la révolution Safran, qui était menée où nous étions, et qui a été menée justement par des moines qui étaient en désaccord avec une autre junte militaire. Il y a malheureusement une tradition de dictature en Birmanie. Et là, il est vrai que c'est plus ambigu. C'est-à-dire que la junte militaire a multiplié les appels, les aides pour flirter un peu avec la Sangha, qui est le clergé bouddhique, qui s'engage un peu moins. Il y a quelques éléments de ce clergé bouddhique qui manifestent, qui défendent. On a vu des mouvements extrêmement courageux de moines qui arrêtaient l'avancée des forces anti-émeutes ou de l'armée dans des endroits isolés. Mais plus généralement, il n'y a pas d'appel à rejoindre notamment le mouvement des obéissances civiles, ce vaste mouvement pro-démocratique par la Sangha. Pour l'instant, puisque chaque heure va avec on vit une période extrêmement volatile en Birmanie et on sait que tout est possible et ça va tellement loin dans le carnage où ils sont plutôt du côté de la junte pour l'instant, n'ont pas pris position du côté pro-démocratique, mais tout peut changer puisque là, encore une fois, on a changé vraiment de vitesse dans la brutalité, dans un véritable carnage qu'on voit depuis quelques jours et ça, personne ne se l'attendait. On peut même penser que la junte n'avait pas prévu de ne pas avoir du tout de retenue, d'avoir à tirer sur sa propre population. La fronde est plus forte que prévu. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce coup d'État a pris les Birmans par surprise. On va justement regarder cette vidéo où on va voir justement une professeure de gymnastique qui se filme sans s'apercevoir que derrière elle, il y a effectivement ce coup d'État militaire. Regardez. Cyril, elle ne voit rien de ce qui se passe. Non, mais je crois que maintenant, elle est au courant qu'il y a un problème, effectivement. Mais ça montre bien cette connectivité impressionnante, comment les Birmans, aussi vite, en quelques années, ont capté l'air du temps, la mondialisation et ont profité d'Internet. Et aujourd'hui, la junte est très embêtée. Elle coupe l'Internet la plupart du temps de la journée, mais elle ne peut pas couper complètement. Il y a la pandémie, il y a des choses à régler. Et dès qu'ils ont un instant, les Birmans regorgent, se déploient sur tous les réseaux sociaux et appellent à l'aide. C'est les messages qu'on peut avoir en permanence de journalistes, de militants, de citoyens. Sortez des images, ne nous oubliez pas et surtout intervenez. Merci Cyril. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états, l'émission de géopolitique de France Info et de France 24 consacrée cette semaine à la Birmanie où depuis le coup d'État, c'est l'affrontement entre la junte et la rue. Ce coup d'État revient sur l'ouverture du pays, une ouverture relative depuis 2011 quand la junte s'était démise de ses fonctions au profit d'un gouvernement semi-civil. Des élections en 2015 avaient porté au pouvoir Aung San Suu Kyi, la figure emblématique de l'opposition, Christophe. Oui, et cette figure de l'opposition, elle est née en 1945 à Rangoon. Il faut savoir que son père, Aung San, était le leader de la libération en Birmanie. On a d'ailleurs retrouvé une image, cette image. Il sera assassiné en 1960. C'est à ce moment-là qu'elle va rejoindre sa mère en Inde à cette même période. Puis ensuite, elle va faire des études à Londres, à New York. Et elle va revenir en Birmanie en 1988. Et c'est à ce moment-là qu'elle va fonder la Ligue nationale pour la démocratie. Ensuite, il y aura ces images qui auront fait le tour du monde. On s'en souvient, c'était en
2012, lorsqu'elle est ovationnée, elle reçoit le prix Nobel de la paix, attribué donc 20 ans plus tôt, en 1991, pour son combat contre la junte militaire. Entre-temps, celle que l'on surnomme également la Dame de Rangoon a donc pris le pouvoir en Birmanie, mais très vite, les exactions se multiplient contre la minorité musulmane Rohingya. Et Aung San Suu Kyi se retrouve donc en décembre 2019 devant les juges. On le voit ici sur ces images, elle doit s'expliquer devant la Cour de justice internationale pour défendre et donc son armée accusée de génocide, ce qu'elle va démentir. L'enquête donc est ouverte à la Cour pénale internationale. L'ONU a également alerté sur ces fameux crimes contre l'humanité commis par les autorités birmanes de manière systématique contre les Rohingyas. La Birmanie et Aung San Suu Kyi réfutent ces accusations de génocide et de nettoyage ethnique. Les Rohingyas, vous allez le voir, c'est une minorité musulmane. Elle n'a accès ni à l'école, ni aux hôpitaux, ni au marché du travail. Ils sont parqués dans l'état du nord du pays, l'état de l'Arakan. Regardez un extrait de ce reportage signé Cyril Payen, qui est notre invité et qui était aussi correspondant France 24 dans la région. Nous sommes en 2015. Nous décidons de remonter à la source de la tragédie. Nous voyageons plein nord, au-dessus du golfe du Bengale, vers le lointain état d'Arakan. Ces derniers mois, 80 000 personnes ont franchi cet océan. Une odyssée vers l'inconnu. Mais pourquoi ? L'état d'Arakan a été secoué par de violentes émeutes interconfessionnelles il y a 3 ans. Un profond conflit civil mettant dos à dos bouddhistes et Rohingyas musulmans, accusés d'être des étrangers. Résultat, déclaration de l'état d'urgence, loi martiale, des quartiers entiers réduits en cendres, près de 200 morts, des dizaines de milliers de déplacés. Toute une région birmane qui bascule dans le chaos. Depuis, le pouvoir birman a instauré son plan d'action pour l'Arakan. Une institutionnalisation de la ségrégation. Le fameux printemps birman est une saison en enfer pour les Rohingyas. À Rangoon, en Birmanie, début juin, c'est l'onde de choc politique de la crise des migrants. Aussi étrange que nauséabonde, des manifestations nationalistes anti-Rohingyas fustigent la vague d'indignation mondiale. Nous rejetons les critiques de la communauté internationale. Nous ne reconnaissons pas ces Rohingyas comme de vrais Birmans. Et nous sommes toujours avec Cyril Payen. Vous avez réalisé ce reportage donc, en 2015. L'ONU est inquiète du sort des Rohingyas après le coup d'État. Des Rohingyas qui redoutent d'ailleurs de retrouver le général Min Aung Hlaing à la tête du pays. C'est lui qui avait ordonné les massacres de 2017. Effectivement, et qui fait d'ailleurs l'objet, comme un certain nombre de ces corréligionnaires généraux de la Tatmadaw, l'armée birmane, de sanctions. C'est pour ça que dans le contexte actuel, que de nouvelles sanctions peuvent-ils faire contre lui? Mais effectivement, c'est lui qui a instauré cette stratégie de génocide, puisque ça a été reconnu par la CPI, contre cette minorité ethnique qui, je le rappelle, a quand même provoqué en 2017 le départ de centaines de milliers de Rohingyas qui croupissent à Kutupalong, du côté Bangladesh, où c'est l'un des plus grands camps de réfugiés du monde, avec 1 million de gens. Et ceux qui sont encore du côté, dans l'Arakan, comme on le disait, dans l'ouest du pays, dans ce lointain ouest birman, sont parqués exactement dans les mêmes conditions, peut-être même pire encore que des quasi-carcérales en fait. C'est même plus des citoyens de seconde zone, ce sont des apatrides qui sont à peine tolérés dans des conditions carcérales. Et ça, tout ça a été institutionnalisé par l'armée birmane qui a totalement un blanc-seing dans cette région. Donc c'est cet homme, Min Aung Hlaing, qui est aujourd'hui à la tête de l'entièreté de la Birmanie. Alors, on a vu également Aung San Suu Kyi, la prisonnière politique la plus célèbre au monde, un prix Nobel donc de la paix. Elle s'est discréditée d'une certaine façon en ne condamnant pas le massacre des Rohingyas, mais elle reste néanmoins très populaire en Birmanie. Tous les manifestants veulent-ils son retour? Et comment expliquer également, Cyril, une telle popularité? C'est l'icône pro-démocratique, c'est l'héroïne pro-démocratique de tout un peuple. Et c'est vrai que ce discrédit, à cause de ses compromis, vous l'avez très bien dit, est surtout à l'international. On lui a retiré presque l'ensemble des prix qu'elle a eus, à part le prix Nobel de la paix, qui ne peut pas être retiré, mais ça ne tient qu'à un fil. En tout cas, l'idée est là. Mais c'est ce compromis, justement, est-ce un piège avec les militaires birmans qu'elle a défendu jusqu'à La Haye pour aller dire « vous ne comprenez pas l'Occident, vous ne comprenez pas ce qu'on fait, tout est exagéré, ce n'est pas la bonne échelle ». Et cela était aussi un piège. Elle a été dans ce compromis jusqu'au bout avec des militaires qui finalement la tenaient totalement. Mais ça ne concerne pas son énorme popularité
dans le pays, notamment pour l'ethnie majoritaire, les Bama, dont elle est issue, qui tiennent le pouvoir, il faut le dire, en général. Et aujourd'hui, elle est, évidemment, sa popularité est grandie, puisqu'on retrouve le paradigme des années 80, où elle était assignée à résidence, où elle a tout sacrifié pour arriver au pouvoir. Donc en fait, c'est ça aussi peut-être le symbole de ce qui s'est passé, c'est qu'en 48 heures, ou même pas en quelques heures, avec ce coup d'État, on est revenu 20 ans en arrière, et on efface en fait ce discrédit, ces petits atermoiements sur qui est Aung San Suu Kyi, icône pro-démocratique, piètre politicienne, on l'a déjà vu ailleurs. C'est une mauvaise tacticienne. Peut-être qu'une bonne politicienne n'en serait pas arrivée là. Elle aurait peut-être fait plus de compromis après les élections pour ne pas se laisser coincer par l'armée. Mais en tout cas, sa popularité est énorme, gagné, à 82% bien sûr, mais elle a peut-être trop fait peur aux généraux en disant on va réformer la Constitution, on va vous retirer des ministères, on va vous retirer vos 25% qui sont d'office, qui reviennent au Parlement, à l'armée. Tout cela était prêt à être amendé et c'était le pas de trop. Et en plus, ce revers électoral fait aux affidés de l'armée était certainement le revers de trop. Mais elle est de nouveau le symbole du combat démocratique. Elle redevient une icône. Absolument. Mais elle a toujours été en Birmanie de toute façon. Les manifestants demandent en tout cas un soutien de la communauté internationale. L'Union européenne devrait prendre des sanctions ciblées contre les intérêts économiques de la junte, comme l'explique Julien Gasparetto. Il est correspondant France Télévisions à Bruxelles. Oui, l'Union européenne a condamné unanimement le coup d'État militaire en Birmanie. Les 27 demandent, je cite, le rétablissement d'un gouvernement civil légitime et ils réclament la libération d'Aung San Suu Kyi et de tous les opposants qui ont été arrêtés et placés en détention. Une position relayée individuellement par de nombreux chefs d'État, à l'image d'Emmanuel Macron qui a appelé à mettre un terme à la répression. L'Allemagne, de son côté, a convoqué à Berlin l'ambassadeur birman suite aux manifestations meurtrières du week-end dernier. En parallèle, l'Union européenne a décidé de prendre des sanctions contre les militaires qui ont pris le pouvoir en visant leurs intérêts économiques. Mais pour l'instant, ces sanctions ne sont pas effectives car il y a tout d'abord un travail assez long, assez complexe à mener, déjà pour identifier les personnes à sanctionner et puis ensuite pour justifier de façon juridique ces sanctions. En attendant, l'Union européenne a décidé de geler les aides qui vont directement au pouvoir en place, mais elle continue d'apporter une aide humanitaire à la société civile. L'objectif étant bien de cibler le pouvoir en place, mais pas le pouvoir birman, précise-t-on ici à Bruxelles. Cyril, sanctions européennes, donc dans le sillage des sanctions américaines, il y a aussi des sanctions américaines. Est-ce que c'est efficace finalement ces sanctions? Parce que ce ne sont pas les premières. Écoutez, la réponse vient de la bouche des généraux, puisqu'on sait qu'il y a eu un échange récemment avec l'envoyé spécial de l'ONU, qui a pu s'entretenir pour la première fois à cette junte militaire qui est très autarcique, qui adore se replier sur elle-même, elle n'a pas peur de vivre en autarcie, et elle lui a dit, vous allez avoir des sanctions. On lui a répondu, on est habitué aux sanctions, et on est habitué aussi à ne compter que sur nos amis. Ça, c'est un appel du pied à ce qui pourrait se passer dans les prochains jours au Conseil de sécurité à l'ONU, où ils savent qu'ils peuvent profiter, ou compter en tout cas sur le veto automatique, le droit de veto des Chinois. Donc sanctions, oui. Et puis il y a aussi la question de cette économie informelle. Comment sanctionner quand il y a énormément de cash qui va dans la nature? Mais c'est vrai que toute cette idée de sanction est extrêmement importante. C'est un premier pas. Et je peux vous dire que quand le président français Emmanuel Macron a tweeté « Nous sommes à vos côtés », quand on le retransmet, on l'envoie aux Birmans, c'est peut-être peu de choses, ce sont des déclarations d'intention, mais ça leur fait chaud au cœur. Et en tout cas, ils n'ont que ça aujourd'hui pour s'appuyer. Mais la question des sanctions est extrêmement compliquée, puisque comment sanctionner des militaires qui tiennent l'économie sans qu'en pâtisse la population? Mais les Américains ne vont pas les lâcher, a priori. C'est un peu les Américains qui ont fabriqué cette démocratie birmane sous l'ère Obama. Et l'ère Obama, l'administration est la même aujourd'hui. Je parle d'Anthony Blinken notamment, qui connaît très très bien le sujet. On peut penser qu'il n'y ait pas une moralisation de la géopolitique ou de la diplomatie américaine. Peut-être pas, il ne faut pas trop espérer. Mais qu'Anthony Blinken, en sa qualité de bon connaisseur de la question, les Américains ont dit « Nous allons inventer une nouvelle batterie de sanctions ». Peut-être vont-ils faire jouer des ressorts diplomatiques, peut-être aussi avec Pékin, de dire mettez un peu, changez de vitesse un tout petit peu, ne soyez pas à 100% derrière les Birmans, vous avez beaucoup à y perdre. Ça va se jouer certainement aussi à l'international. Ah, effectivement, Pékin et la Chine, pour qui la Birmanie est un pays stratégique pour les routes de la soie. La priorité absolue pour Pékin, c'est la stabilité. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit Charles Pellegrin, c'est le correspondant de France 24 à Pékin.
La Chine qui ne condamne ni la répression ni le coup d'État en Birmanie, mais qui à la place exprime sa préoccupation, son inquiétude. Et l'inquiétude est grande car la Chine a de nombreux intérêts économiques dans le pays. Ces dernières années, des milliards de dollars ont été investis dans différents projets, notamment des projets d'infrastructure pour construire un corridor économique entre la Chine et la Birmanie, un corridor qui a un rôle stratégique car en effet, Pékin cherche un accès au golfe du Bengale et à l'océan Indien. Alors pour protéger ces différents intérêts économiques et stratégiques, la Chine cherche avant tout la stabilité en Birmanie, peu importe qui est au pouvoir. Cette position a été expliquée par l'ambassadeur de la Chine aux Nations Unies qui a dit que les affaires intérieures de la Birmanie sont les affaires de la Birmanie et que la Chine était là pour entretenir des communications avec les différentes parties du conflit pour chercher à faire baisser les tensions. La Chine qui se positionne donc comme un médiateur et qui cherche aussi à s'assurer d'avoir de bonnes relations avec toutes les parties concernées afin de pouvoir protéger ses intérêts. Bon, Cyril, que va-t-il se passer? La junte va continuer à réprimer. Est-ce qu'il y a une possibilité d'un accord politique éventuellement avec ce gouvernement parallèle? Impossible. Là, je crois que la boule de cristal dit impossible. Et c'est le premier sang qui a été versé. C'est vrai que les observateurs sont très surpris, les Birmans eux-mêmes. On ne pensait pas qu'on pouvait, en 2021, avoir un scénario comme en 1988, où il y a eu des grandes manifestations, 3000 morts dans les rues. Là, l'échelle est tellement importante au regard de ce que savent que les images qui sortent du pays et la junte militaire qui continue d'envoyer des bataillons, les pires bataillons, les bataillons qui sont appliqués. Donc, bain de sang. En tout cas, le bras de fer va continuer résolument puisque des deux côtés, personne ne cédera. Ouais. Et cette jeunesse qui n'est pas armée et qui pacifiquement continue ce mouvement de désobéissance civile, on le voit tous les jours, ils disent « nous mourrons mais nous continuons » parce qu'ils se font voler cette petite fenêtre d'opportunité démocratique et ils savent que s'ils ne se combattent pas aujourd'hui, cette fenêtre se refermera et on revient dans les années 60 en Birmanie et ça, personne ne va le supporter. L'affrontement continue. Merci beaucoup Cyril. Cyril Payen, grand reporter à France 24, ancien correspondant en Asie. Merci Christophe. Merci Stéphanie, merci Cyril. Vous pouvez retrouver bien évidemment l'émission sur les sites internet de France 24 et France Info.